Grand 2, le Big Bang du prématuré. 2 points. Les catégories existentielles de la connaissance. Le pour-soi. L'opération survie. La prématuration humaine, la prématuration entre parenthèses humaine, n'aurait-elle pas, dans l'évolutionnisme, la même importance sur le plan de la connaissance que le Big Bang? On a pu dire qu'un temps infime avant ce Big Bang, on était dans la métaphysique. Un temps infime après, dans la physique. De même pour le prématuré. Avant, on est dans les filiations de l'être. Après, on est dans l'Édipe. On est passé des sciences de la nature et de la vie aux sciences humaines. Nous avons désigné ce moment comme étant celui du tripartisme, de l'être, de la Sainte Famille, de l'Édipe. Pour l'être, c'est la filiation être-genre-individu. Pour le transcendantal, c'est un seul Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour la phénoménologie, c'est la relation de l'originel, du naturel et du synthétique. La situation du prématuré est la référence, entre tirets, inconsciente, non sue et non dite de l'interprétation, spiritualiste, et donc est la référence spiritualiste ou matérialiste, animiste ou monothéiste, transcendantale ou immanente. Sa mise en situation phénoménologique comme stade organico-affectif a été établie. Le passage des filiations ontologiques aux filiations spécifiques du genre humain. On a proposé 2 époques de cet évolutionnisme et transformisme, l'antéprédicatif et le survivre. Comment l'être se fait genre et celui-ci corps-sujet. 2 points. Selon quelle catégorie de la connaissance ce montage successif de l'être, du genre, du corps-sujet a-t-il pu s'accomplir? Et selon quelle catégorie de la connaissance le synthétique peut-il et doit-il se constituer pour réaliser la synthèse de l'originel et du naturel? Mais le parrainage de Prométhée nous amène à cette interrogation. N'est-ce pas une programmation minimaliste? On ne se réfère là qu'à des catégories considérées comme cognitives. N'est-ce pas une réduction a priori du pouvoir du corps-sujet? Pour séculariser et laïciser ce pouvoir, nous avons dû l'arracher à l'animisme et au spiritualisme, de l'Esprit Saint et de la phénoménologie de l'esprit. Et pour bien nous situer dans le rationalisme de la philosophie de la praxis, n'aurait-on pas procédé selon une autocensure raisonnable entre guillemets? Ne considérer le corps-sujet que selon l'animation des catégories venues de l'extérieur, imposées par l'éducation, n'est-ce pas seulement prêter au corps-sujet, prêter au corps-sujet des catégories du connaître, alors qu'il s'agit de facultés de créer? Après s'être interdit de surestimer, n'a-t-on pas sous-estimé? Il faut donc rendre, entre guillemets, au corps-sujet ce qui lui revient, sans vitalisme ni mécanicisme, et constituer des catégories de la connaissance qui sont aussi facultés de créer. Que le rationalisme cartésien ne nous interdise pas a priori ce que l'hégélianisme a autorisé, et que celui-ci ne nous interdise pas ce qu'exige l'existence de la praxis. Celle-ci a comme vocation de créer le genre humain. Il faut donc accorder au corps-sujet les moyens d'une telle création, les facultés de créer. Il s'agit bien d'un miracle, entre guillemets, mais qui s'explique rationnellement. 2 points, les catégories logiques engendrent les champs d'existence. La philosophie occidentale se figure qu'il y a la logique d'un côté et l'existence de l'autre. Toute notre démarche consiste à établir le contraire.
l'engendrement de l'existence par la logique et la dialectique. Le miracle de l'animisme et du théologique n'est autre que ce phénomène. Le potentiel d'existence est la conquête des catégories de la connaissance. Les facultés de créer vont créer trois univers d'existence, l'immanentisme, l'identitaire, le synthétique. Elles constituent l'existence du cogito réflexif. Alors, je sais pas, après, si on s'engage, on va s'engager dans des trucs qui vont être très longs. Peut-être qu'on pourrait s'arrêter là, je pense. Oui. Voilà, donc intéressant. Mais ça, on a déjà entendu ça chez Kluskar, ce type de critique. Hein. En gros, là, par exemple, là, quand il dit à la fin, là, toute notre démarche consiste à établir le contraire. Donc ça, c'est censé faire rendre compte de sa démarche totalisante. Il dit donc l'engendrement de l'existence par la logique et la dialectique. Donc c'est un peu ce qu'on disait également, qui reprend le projet hegelien de dire le réel selon sa logique. Voilà, c'est un peu un peu le fil conducteur de tout ce livre, peut-être, et de l'être et le code aussi, puisqu'il le dit également dans l'être et le code. C'est un peu, on a déjà parlé de ça, c'est le fait que effectivement, est-ce qu'on a le droit finalement d'appliquer à ces émergences quasi ontologiques primordiales des catégories qui ont été effectivement donc finalement de l'extérieur, des catégories qu'on reprojette rétrospectivement sur ces périodes-là, mais des catégories qui sont des catégories de la connaissance qui sont le résultat d'une praxis qui est déjà constituée. Donc il invite à en plus tenir compte de ça, et il faut donc accorder au sujet une telle création les facultés de créer, au-delà des catégories de la connaissance, d'après ce qui est marqué là. Les catégories logiques engendrent les champs d'existence. Et ceci s'explique rationnellement. Donc, il critique là apparemment donc, le rationalisme cartésien. Donc, cette forme de rationalisme lui paraît impropre pour rendre compte sans doute de l'émergence de l'être social. Et puis également, il dit que finalement, on ne peut pas s'interdire ce que l'hégélianisme a autorisé. On ne peut pas interdire par le cartésianisme ce que l'hégélianisme a autorisé, donc sans doute de dire le réel selon sa logique, mais il rajoute et que celui-ci donc Hegel ne nous intéresse pas ce qu'exige l'existence de la praxis. Donc finalement, là c'est peut-être l'apport de Marx, quoi. Donc le fait que effectivement Marx met bien la praxis au centre central donc dans toute interprétation de la vie sociale. Et il met donc que le prématuré, donc il fait
aussi le distinguo, enfin pas le distinguo, il rapproche le prématuré du Big Bang, c'est-à-dire qu'il dit qu'avant le Big Bang, on est dans la métaphysique, et après, on est dans la physique. C'est ce qu'on dit souvent. Qu'est-ce qu'il appelle le prématuré? Prématuré, ben, c'est le petit homme qui vient avant terme, quoi. Qui vient et qui n'a pas les moyens de sa subsistance, de sa survie. Il doit compter sur l'autre et sur le. Et quand il arrive une bête sauvage, il vaut mieux qu'il grimpe sur sa mère. Donc ici, le mot prématuré signifie tout nouveau-né, humain. Ouais, humain. Et pas le prématuré au sens médical du terme. Oui. C'est le prématuré qui sort au bout de 9 mois et puis qui Voilà. Normalement, il aurait dû faire 12 mois, mais nous fûmes tous des prématurés. voilà, on a tous été des prématurés. Donc, je remplace par... Et alors là, donc il dit, de même qu'on est dans les filiations de l'être, alors oui, pour le... Ce sera accordé beaucoup d'importance aux enfants prématurés. Donc il a l'air de faire Il a un souvenir précis de cette période. Oui, il est impressionnant. Cette histoire Le pire, c'est dans... il est né avec un fusil, un marteau, on s'entend, il a dit praxis. Ça a suivi toute sa vie, quoi. Non, mais ce qui est impressionnant, c'est dans la génétique du sujet, la production de l'individu, c'est assez... c'est pas... effectivement, c'est assez impressionnant. Et donc là, effectivement, il a l'air de mettre le même rapport entre un Big Bang, un pré-Big Bang qui serait métaphysique et un post-Big Bang qui serait la physique. Alors, entre le premier, avant le prématuré, on est dans les filiations de l'être, et après, on est dans l'Édipe. Voilà, L'Édipe au sens plus carlien. alors, ça c'est pas dit. Mais oui, j'imagine. L'Édipe de la praxis, quoi. On est dans l'homme naturel, quoi. Voilà. Est-ce que ça... Qu'est-ce que ça vous parle? Par rapport au prématuré, je pense qu'encore, peut-être que je suis un peu obsédé par ça, mais en Néandertal qui a disparu parce que justement il y a eu plein d'enfants qui sont morts parce qu'ils ne passaient pas par le fait d'avoir été debout, que le code du virus ne pouvait pas s'ouvrir. Il aurait, enfin ce que j'avais lu là-dessus, je trouvais ça assez marrant, et que donc enfin marrant, je veux dire, cette corrélation entre la durée de gestation et lorsqu'on arrive à Sapiens, la durée de gestation est plus courte et ça permet qu'il y ait moins de morts à la naissance. Ah oui. Et cette hypothèse de disparition de Néandertal à cause de ça. Ah oui. Oui, parce que la tête devenait... La tête, le corps, enfin... On ne sait pas pourquoi. Je comprends pas ce que ça veut dire, le potentiel d'existence et la conquête des catégories de la connaissance. J'ai glissé dessus aussi. Déjà, la phrase d'avant, la philosophie occidentale se figure qu'il y a la logique d'un côté et l'existence de l'autre. C'est vrai. Confère ce qu'on a lu avant. Toute notre démarche consiste à établir le contraire. L'engendrement de l'existence par la logique et la dialectique. Déjà, je vois pas en quoi c'est le contraire. Disons qu'il y en a... Ou alors il parle de la dialectique, être, praxis, sujet, et enfin des deux dialectiques, être, praxis, sujet, et être genre corps-sujet, dont il parle dans le livre précédent, quoi, qu'on a étudié ces dernières années. Et il dit que du coup, il y a un procès dialectique matérialiste qui engendre l'existence.
Ça, je peux l'entendre, que la dialectique serait dans la genèse du genre humain, mais sinon, je vois pas ce que ça peut vouloir dire. Potentiel d'existence. Tu parles de quelle phrase là, Tout à la fin, dans 190, le potentiel, parce que tu as cité deux phrases. juste avant, paragraphe d'avant. Toute notre démarche consiste à établir le contraire, l'engendrement d'existence par la logique et la dialectique. Le potentiel d'existence est la conquête des catégories de la connaissance. C'est ça, apparemment, lui, il dit que la connaissance, elle provient justement d'un cheminement de la logique et de la dialectique, quoi. Donc, finalement, quand il dit, puisque le potentiel, l'engendrement d'existence, c'est la logique et la dialectique. Mais comme la logique et la dialectique, ils engendrent également, c'est elles qui engendrent finalement les catégories de la connaissance, le potentiel d'existence, donc, et aussi, c'est par la conquête, il faudrait peut-être le marquer comme ça, c'est par la conquête des catégories de la connaissance que surgit le potentiel d'existence. Il Moi, je reproche. veux dire, je ne comprends rien dans ce texte, alors vraiment ce qui s'appelle rien. Je pense que la clé est dans la suite, j'espère en tout cas. Mais là, franchement, je patauge complètement. Ça va? Après, si t'es musicien, ça va te plaire la suite, regarde. Le titre est... De l'angoisse au rythme. Ah oui, c'est parti. On va faire un tachycardie. Critique. Ternaire ou binaire? Ah bah, ce sera plutôt ternaire. La philosophie occidentale se figure qu'il y a logique d'un côté et existence de l'autre. C'est-à-dire que d'après lui, donc, la philosophie occidentale, finalement, ne fait que juxtaposer la logique à l'existence. Voilà. Et il n'y a pas de... Voilà, c'est juxtaposé, sans relation, finalement, c'est inexpliqué, quoi. Et lui, sa démarche, c'est de montrer... Alors, bon, et ça, il n'a pas encore montré l'existence. Enfin, si, un peu, il va le montrer après. Alors, qu'est-ce qui fait l'existence, quoi. Et donc, lui, c'est... le cheminement de la logique qui est à l'origine de tout ça. Logique et dialectique. Ouais, je retiens bien, enfin, comme je ne comprends pas, je ne retiens pas grand-chose, mais j'accroche sur l'idée de création, de faculté de créer. Ouais. Oui. Je me demande dans quelle mesure il n'est pas en train de nous expliquer que son modèle n'est pas un modèle déterministe, mais que la praxis, le déploiement de la praxis est aussi création, et que le corps sujet est créateur et dépasse finalement, je ne sais pas, hein, je dis ça, il faut que je lise la suite, parce que c'est la suite, l'exposé il est dedans. On est un peu en l'air. Là, je pense qu'on peut peut-être avoir une tentative d'éclaircissement à la page 202. Et où c'est un peu la même chose. Il dit alors, il le pose comme une construction idéologique, c'est-à-dire que les catégories d'expression de l'être, alors finalement les catégories par lesquelles on va se représenter l'être, se font constitutives du corps sujet.
C'est-à-dire qu'on impute aux catégories d'expression le fait d'avoir constitué le corps sujet. Et il dit c'est de la métaphysique au mauvais sens du terme. Ce que l'on connaît de l'être, se fait nature de l'être. C'est-à-dire qu'on vient projeter, plaquer sur l'être les catégories finalement de la connaissance. Et que lui, pour lui, ça lui paraît impropre de faire ça. Il dit que voilà, donc. Je pense qu'il ne faut pas non plus trop se fatiguer sur une introduction à un grand groupe. Il faut passer à la suite. Puis, Quand il dit aussi, c'est la même chose, quoi, ne considérer le corps sujet que selon, page 190, selon l'animation des catégories venues de l'extérieur, imposées par l'éducation. N'est-ce pas seulement prêter au corps sujet des catégories du connaître? Donc dans son esprit, c'est de prêter de manière impropre des catégories du connaître au corps sujet, quoi, alors qu'il s'agit de faculté de créer. L'organico-affectif, de l'angoisse au rythme. Petit 1. Le prématuré, réalité synthétique du naturel et de l'original. À la naissance, le prématuré survit. Il naît à la survie et de la survie. Ces formulations paradoxales permettent de sauver toute ambiguïté de cette nature. C'est qu'il arrive avant terme, avant maturation, avant toute fonctionnalité. Autre paradoxe, 2 points. Le prématuré va exister sans disposer des moyens de sa subsistance. Il est donc 2 fois en manque, doublement handicapé, à tel point qu'on a pu juger sa situation comparable à celle d'une personne handicapée. En pire même, survivance d'une survivance. Le prématuré va se développer, pour accéder à la maturation. Ce sera, à partir de son double handicap, un montage synthétique de lui-même. Alors, il pourra en venir à la synthèse de l'originel et du naturel. Il atteint son essence par la création d'un système d'existence. Sans processus synthétique, on est condamné à l'unidimensionnel de l'homme naturel, sans l'homme originel, et à la confusion des 2 ordres. On aurait soit une moitié d'homme, soit un mélange éclectique. Ces 2 insuffisances méthodologiques s'avèrent une parfaite stratégie idéologique. Ainsi, en régime de libéralisme social libertaire, l'homme de la désidérance de Leibniz prend valeur universelle, homme proclamé naturel, authentique. On ne peut alors que constater que l'interprétation de Reich est pour le moins irrationnelle. Angoisse, il y a, certes, mais elle n'est en rien la conséquence de la synthèse originelle, constitutive du corps sujet, de l'homme originel et de l'homme naturel. Ce prétendu traumatisme ne fait que cacher l'acte fondateur de la subjectivité. Il est devenu la commune référence des prétendus antagonismes, ceux qui font le petit jeu du permissif et du répressif. Il s'agit de l'interprétation contradictoire de l'homme, de la désidérance, amputé de l'homme originel, porteur de logique et expression du procès de production. Ce dernier homme subsiste encore, mais comme rhétorique, du logos, néo-kantisme, qui hésite entre collaboration avec l'ontique et silence de l'impuissance. Le positivisme est l'arme de combat du réductionnisme unilatéral. Il doit tuer dans l'œuf l'homme originel, celui qui est à la fois logique du procès de production et subjectivité. Et quelle application, quel zèle, quelle banalisation peut être pire que la bestialisation? La psychologie de l'enfant fabriquée par les sciences humaines à base de psychanalyse pour fabriquer des petits veaux de la consommation ordinaire du libidinal, du ludique, du marginal. L'unidimensionnalité fabrique l'individualisme, alors que la relation synthétique introduit l'universel. Au point, la subjectivité. Celle-ci est, a priori, le refus de l'individualisme et de la réduction anthropologique freudienne. On lui a prêté une âme. Cela ne nous dérange pas. Peut-on lui reprocher d'être l'âme de la laïcité et de glorifier ceux qui la glorifient?
L'essentiel n'est-il pas d'identifier le pouvoir de création, de donation d'existence et celui du pouvoir absolu de la connaissance? C'est pour bien désigner ce pouvoir que nous recherchons une subjectivité synthétique, qui se constitue en tant que synthèse du naturel et de l'originel, pour en venir à l'universel concret. Écarter cette dimension spiritualiste serait tomber dans le piège habituel, celui que nous avons dénoncé dès le début. Ce serait en rester à l'être rudimentaire et empirique que l'on voit en son apparence, qui est l'être là, le prématuré qui crie, pleure, tête, et que l'on ne peut connaître que par la réduction psychologique ou psychanalytique. Ce serait effacer a priori une autre moitié, qui, d'inspiration divine, est tombée bien bas, soumise a priori au réductionnisme positiviste et fonctionnel. Homme moderne, qu'as-tu fait de la subjectivité, cette sœur jumelle de la praxis, de l'autre versant prométhéen? Elle a été banalisée, recouverte sous les prétentions de l'ego individualiste de l'artiste, ce faux frère de la subjectivité, et même faussaire, qui veut bien croire qu'il est, lui, l'artiste, et non la praxis, la beauté vivante, le corps des JO, des Jeux Olympiques. Il faut établir l'achèvement des deux processus de création de l'homme originel et de l'homme naturel. C'est sûr que c'est bien les JO, les Jeux Olympiques. Oui. C'est pas les gentils organisateurs, non, c'est un J. Ah, c'est un jeu. Il faut établir l'événement des deux processus de création de l'homme originel et de l'homme naturel. Cet accomplissement est révélateur du principe constitutif de chaque système. La finalité accomplie révèle le principe du devenir. Ce sera, pour l'homme originel, la finitude. Ce sera, pour l'homme naturel, l'intentionnalité. Il faut d'abord procéder à la saisie édétique de ces deux principes. On pourra alors procéder à la maïotique du prématuré, à la naissance de la survie, existence cachée, par la naissance. Cette existence sera la synthèse des deux fondamentaux du temps. Petit 2, finitude et intentionnalité, angoisse et connaissance. Si le grain demeure, la finitude, l'être du temps. La finitude, première détermination de l'en-soi, sera proposée comme un montage du temps selon les lois de la correspondance et de la circulation des temps. On va donc reprendre le montage déjà constitué, le schéma représentatif du corps sujet pour le situer au moment de la naissance, du prétendu traumatisme originel. Au commencement, c'est l'immanence parfaite, sans aucune médiation ou transition, le plus parfait rapport d'expression entre la corporéité et la durée. À la fin de cet échange, dualité encore d'engendrement réciproque, et dualité d'opposition, d'exclusion réciproque, du corps socialisé et de la temporalité restée en soi. Au commencement, la finitude est ce moment, combien fugace, où le corps se détache de l'être, jusqu'à s'en exclure sans disposer d'une élémentaire praxis. Cette cellule de base de l'ontologie temporelle quitte la temporalité matricielle, sans accéder, et pour cause, à la socialité minimale. C'est le plus pur moment de la subjectivité. Deux points. La corporéité et la durée sont en réciprocité identitaire, et le corps sujet totale solitude. Entre parenthèses, le corps sans sa matrice ontologique, le temps sans sa socialité. Ce processus subjectif est l'autonomisation du corps. C'est la signification de la subjectivité. Deux points. Une liberté conquise sur l'être de décider du genre. Elle est intercession entre l'être et le genre. L'être s'accomplit par la subjectivité. L'ontologie temporelle accède à sa reproduction et à son existence. On peut généraliser et radicaliser ce processus d'immanence d'engendrement réciproque. Le miracle, entre guillemets, de la subjectivité, ce qui en elle révélerait l'Esprit Saint, est ce pouvoir du sujet d'engendrer son existence, de donner sa durée à son corps et de donner sa corporéité à sa durée. La subjectivité est réciproque donation d'existence. Elle est cet échange de l'existence qui éprouve sa corporéité par sa durée, et celle-ci par sa corporéité. Raisonnons par l'absurde. Sans elle, l'être ne pourrait accéder à l'existence. Sans elle, l'existence n'aurait pas d'être. La subjectivité est bien cet étrange pouvoir, car alors inexpliqué, pouvoir démiurgique, prométhéen, interprété comme instinct divin, entre guillemets, ou manifestation du Saint-Esprit, coup de baguette magique qui donne l'existence à l'être en l'exprimant selon sa durée, et, du même coup, l'existence à la durée en l'exprimant selon son être. Le corps sujet est alors totale inclusion du corps et du sujet, de la corporéité et de la durée.
Endogamie et tautologie. Huis clos de solipsisme. Il est comme une monade, un grand renfermement du temps qui ne fait qu'interpréter les lois matricielles de l'écoulement du temps selon la circularité et la correspondance des temps. C'est une monade sans porte ni fenêtre, univers clos n'existe que par lui-même et pour lui-même. Alors, le corps sujet est autonome, c'est-à-dire cause de lui-même, cause de la corporéité par la durée et de la durée par l'être. C'est le même procès de production, de l'être par la durée et de celle-ci par l'être. Et ce n'est pas une tautologie formelle, de points A et A. C'est l'acte d'identification de l'être et de la durée, de A comme être et de A comme durée, de A comme sujet et de A comme attribut. Cet engendrement réciproque est le principe d'immanence en tant que pouvoir de création. Fin du A.